Chaque année, le virus du VIH tue plusieurs milliers de personnes au Congo. Et pourtant, le sida, ce n'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet par les relations sexuelles et par le sang. Il est donc si simple de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer, de porter un préservatif. Pharmacies, épiceries, supermarchés, distributeurs dans les boîtes de nuit et bars, ainsi que dans les centres d'accueil, on en trouve partout et à toute heure. Aujourd'hui, si l'homme avec qui je fais l'amour porte un préservatif, je me dis qu'il me respecte, qu'il se respecte, que c'est quelqu'un de bien, de responsable. Utiliser un préservatif, c'est préserver ma vie, la vôtre, la nôtre. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Carrefour Santé. Ravi de vous retrouver ce soir. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours sur le coronavirus. Cette pandémie suscite évidemment un grand intérêt pour tout le monde. Beaucoup de choses à tort ou à raison se disent ici et là, notamment dans les réseaux sociaux. D'où la nécessité pour l'émission Carrefour Santé de revenir encore et encore sur cette pandémie, aussi souvent que possible, pour donner la parole aux médecins et aux spécialistes de santé, afin de bien informer et rassurer nos populations. Sans en faire une obsession, il faut donc se tenir informé des dernières nouvelles sur le coronavirus. Non seulement en ce qui concerne sa rapidité de progression, mais également s'informer sur les nouvelles décisions gouvernementales. Pour répondre à nos questions, j'ai invité sur ce plateau un éminent professeur. Mais je lui laisse la latitude de se présenter à vous. Merci. Moi, je suis Alexis Elira Dokekia. Je suis professeur titulaire d'hématologie et de médecine interne à la faculté. Je suis directeur général du Centre national de référence à la drépanocytose, ancien directeur général à la santé et actuellement dans le cadre de la coordination technique de riposte contre la pandémie à Covid-19, je suis responsable de la commission prise en charge et membre du comité des experts. Bonjour, professeur. Bonjour. Aujourd'hui, on va rebondir un peu sur l'actualité. On parle aujourd'hui d'une réponse africaine sur le Covid-19. Qu'en pensez-vous? Bon, on cite 3 pays, je crois, en Afrique. Nous avons en Afrique ce qu'on appelle un CDC Africa, un centre de contrôle of disease, c'est le centre de contrôle de la maladie, qui est situé donc à Addis Abeba. Ce CDC Africa est un centre qui a été mis en place grâce donc à l'action des ministres africains de la santé et à l'action des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Donc ce centre est en principe un centre qui devait coordonner la riposte contre les épidémies et les endémies en Afrique noire. Enfin en Afrique, parmi les pays, bien sûr, membres de la zone Afro et ceux membres de la zone MRO qui sont au niveau du continent africain. Bon, dire qu'il y a eu une réponse africaine, pour l'instant, elle semble dispersée. Dans la mesure où il y a des expériences locales qui existent, vous avez donc des expériences qu'on a citées au niveau du Burkina Faso, au niveau du Sénégal et puis au niveau de Madagascar. Ces réponses portent sur la mise en place des tests de dépistage et sur la mise en place de certains moyens de traitement pour donc anéantir le Covid-19. Alors, pour avoir une réponse africaine, il faudrait que ça soit coordonné. Soit, s'ils sont des travaux de recherche qui vont porter sur des plantes médicinales, ces plantes doivent faire l'objet des recherches en différentes phases. En matière de recherche, il y a des phases 0, des phases 1, des phases 2, avant d'arriver à l'expérimentation humaine. Et en même temps, s'il y a des tests de dépistage, ces tests doivent obéir à certaines normes internationales, qui sont des normes qui se basent sur la fiabilité, sur la sensibilité et sur la reproductibilité. Vous savez, dans un continent aussi vaste et diversifié comme le nôtre, il faut un peu de temps pour harmoniser les pratiques. N'empêche que les ministres de la Santé échangent, les ministres des enseignements échangent, les ministres de la Recherche échangent, puisque vous savez que l'aspect contre une pandémie n'appartient pas qu'au ministère de la Santé, des États. Et par conséquent, c'est dans ce contexte que les scientifiques africains aussi échangent afin d'essayer d'avoir des méthodes harmonisées et des méthodes qui sont durables, qui sont scientifiquement démontrables dans le cadre de la prise en charge des patients, dans le cadre du diagnostic et dans le cadre du suivi. Donc c'est ce qui est en train de se dessiner et j'espère que cette expérience va faire long feu.
J'ai suivi au journal télévisé que la capacité nationale de diagnostic dans les cas Covid-19 a été augmentée. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que quand cette pandémie a débuté dans notre pays, donc vers la fin du mois de février, des dispositions ont été prises au niveau national pour être capable de diagnostiquer, de faire le diagnostic positif de la maladie. Or, le diagnostic positif de la maladie, il est basé sur la détection des acides nucléiques, donc par biologie moléculaire. Et le laboratoire de référence au Congo, c'est le laboratoire national de santé publique, qui est situé à Brazzaville. Dans ce laboratoire, qui a donc des équipements qui permettent donc l'amplification et des techniques de PCR, qui sont des techniques de polymérase chain reaction. Ce laboratoire était le seul au départ capable d'identifier les particules virales par ce principe que j'ai dit, biologie moléculaire. Alors, vous comprenez que ce laboratoire ne pouvait plus seul être capable de le faire, puisque si nous avons des cas suspects, par exemple, dans le nord du pays, ou au niveau de la ville côtière à Pointe-Noire, qui a quand même près d'1 million d'habitants, le trajet pour lequel il fallait faire des prélèvements à Pointe-Noire, attendre que ces prélèvements soient conditionnés pour être envoyés à Brazzaville, ce trajet ne pouvait plus tenir. Et les délais de réponse étaient longs. Et à partir de là, quand les délais de réponse sont longs, la réponse, elle peut être très approximative ou même dangereuse. C'est la raison pour laquelle je crois que sous l'autorité de la Madame de la Santé, il a été donc, grâce à l'appui des partenaires, les partenaires comme l'OMS et d'autres partenaires en coopération bilatérale comme la Chine et bien d'autres pays, donc, et les États-Unis d'Amérique, il a été acquis au niveau de nos structures de laboratoire suffisamment de tests et des équipements. Alors, au vu de ce qui précède, vous savez que nous sommes passés à des détections de 4 à 10 cas par jour. Or, vous savez qu'autour d'un cas, il y a plusieurs contacts. Ça veut dire que les surveillances épidémiologiques, les équipes, quand elles se déploient, elles doivent autour de chaque cas dépisté positif faire d'abord des enquêtes au cours des cas pour voir quels sont les gens qui ont été en contact avec ces cas positifs. Vous savez, au début du mois de mars, la maladie était surtout importée. Donc les cas qu'on avait, c'était des cas qui revenaient d'Europe ou de Chine, voire de l'extérieur. Or, en tenant compte maintenant de la contamination locale de la maladie, qu'on appelle la contamination communautaire, donc le nombre de cas se multiplie. Donc ce seul laboratoire ne pouvait plus. C'est la raison pour laquelle la commission recherche et laboratoire, qui est présidée par le professeur Ange Abena, sous l'autorité de la ministre, a donc mis des efforts pour essayer de déployer les équipes ailleurs. C'est ainsi que, au niveau de Brazzaville, au lieu du seul laboratoire de santé publique, il y a l'Institut de recherche en sciences de la santé au niveau de l'Orstom, qui a un laboratoire qui comporte également des machines qui font la PCR, qui est dirigé par Mme Francine Toury. Et au niveau de Pointe-Noire, nous avons donc le docteur Anissé Mbumba, qui est biologiste aussi, chez qui est installé bien sûr dans une fondation, qui est une fondation privée, mais qui collabore avec le public pour être capable de faire ce diagnostic. Donc au niveau de Pointe-Noire, on a étendu là-bas. Et au niveau de la zone nord du pays, vous savez, l'hôpital général Edith Lissé-Bongo-Ndiba a un équipement nécessaire pour lequel des conditions ont été mises également pour qu'on puisse faire des dépistages sur tous les échantillons qui provenaient de la partie nord du pays. Alors donc cet élément était important. Ça veut dire que maintenant nous avons la capacité d'avoir près de 3 sites officiels, 4 sites qui sont capables de faire le diagnostic. Or, si nous avons une cadence approximative de 30 à 50 échantillons par jour, donc on serait capable, par localité, on peut être capable de faire ce diagnostic. Deuxième chose, c'est que grâce à ces dons des API et amis et aux achats que l'État a eu à faire, on a maintenant un peu plus de tests de diagnostic. Ce qui posait comme problème, parce que pour faire un prélèvement, il faut des éléments préanalytiques du prélèvement. Il faut avoir donc des écouvillons nécessaires qui sont de bonne qualité. Il faut avoir des gants qui ne contiennent pas de la poudre à l'intérieur, des gants non poudrés. Il faut avoir donc des possibilités de ligoter les prélèvements pour faire de telle sorte que ces prélèvements arrivent à avant-port sans contamination extérieure. Sinon, ça risque de perturber les résultats d'analyse et donner parfois des faux négatifs ou des faux positifs. Donc, sur cette base, tout cela étant réuni, actuellement, nos laboratoires sont capables de faire un peu plus d'analyse que ça. Et avec l'acquisition des réactifs que la commission laboratoire recherche d'acquérir,
on peut maintenant être capable d'en dépister. C'est le cas pour lequel nous, on a pu faire des dépistages à partir donc des localités de Ouesso, d'Oyo, de Pointe-Noire. Dans un premier temps, c'est le laboratoire qu'il fallait agréer devait être capable de faire les mêmes analyses que ceux de Brazzaville et que, au niveau du laboratoire national, concomitamment, on doit tester les mêmes échantillons pour être en accord en termes de reproductivité, de sensibilité des examens, avant que la commission laboratoire ne puisse valider ces laboratoires. Donc désormais, on peut dire que les capacités sont étendues sur ce plan. Le deuxième point pour lequel vous parlez en termes de coopération au niveau des États africains, c'est tout simplement parce que de plus en plus, il y a des pays africains qui sont lancés dans la recherche des tests de dépistage, qu'on appelle des tests rapides. La limite de ces tests rapides, c'est que ce sont des tests rapides qui font la détection des anticorps contre le virus. Or, ces anticorps sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle des anticorps de type IgM. C'est une variété d'anticorps qui apparaît précocement. Il y a d'autres anticorps de type IgG, donc une variété d'anticorps qui apparaissent tardivement. Donc, de l'apparition précoce ou de l'apparition tardive, on peut être capable de dire que le test est positif, ou on peut être capable de dire que l'individu a des anticorps, donc est immunisé, donc a eu donc une certaine immunité vis-à-vis donc de ce virus. Vous savez, ce virus, c'est un virus qui est capricieux. C'est un virus qui va peut-être subir des mutations, qui va être changeant. Donc la valeur scientifique de tout ce qu'on dit peut être modifiée à tout instant. Donc en termes de capacité diagnostique, il y a ça. Mais en plus de ça, il y a quand même des problèmes des hommes, ceux qui gèrent. Donc il faut former en permanence, former des techniciens, assurer la motivation de ceux qui manipulent, certes, mais la motivation doit être adaptée aux possibilités du pays. Donc de temps en temps, il n'est pas étonnant que nous continuons encore à avoir des petits soucis en termes de retard dans lesquels on transcrit des examens. Ce sont des examens qui doivent être très sensibles et très rigoureux. C'est la raison pour laquelle, pour les faire et les rendre, on ne court pas derrière le temps. Voilà ce que je peux donner comme réponse en ce qui concerne l'approche, la riposte sur le plan du diagnostic, sur la base des possibilités qu'on a actuellement. Alors, professeur, revenons un peu au traitement. Désolé, mais obligé de vous relancer là-dessus. Alors, parlez-nous du traitement, concrètement. Bon, vous en êtes tout. Le traitement, je répète toujours, hein, je suis très humble, monsieur le journal, pour dire que le meilleur traitement, c'est la prévention. Donc, les mesures barrières, le confinement, l'hygiène, c'est la base. C'est une maladie virale qui est très contagieuse. C'est un virus qui est dangereux parce qu'il est potentiellement mortel. Pourtant, les gens qui ont une bonne immunité, notamment les enfants, peuvent chasser le virus sans avoir besoin des moyens complémentaires. Alors, ce qui se pose actuellement, c'est que lorsqu'on n'a pas pu prévenir que la personne est contaminée, on peut traiter. Mais les traitements, que ce soit ce qui s'est passé en Chine, en France, ailleurs ou au Congo, se basent sur des essais thérapeutiques. Ce que nous faisons sont des essais thérapeutiques. Parce que ni l'Organisation mondiale de la santé, ni le CDC Africa, ni le CDC Atlanta, aucune institution internationale de recherche n'a validé actuellement quel est le protocole thérapeutique qui est virucide, donc le plus fiable qui doit tuer le virus. Le seul protocole, c'est la prévention. Cependant, au Congo, nous avons quand même progressé. Vous voyez, dans la ville de Brazzaville, il a été mobilisé des sites de prise en charge. Il y a le site de prise en charge de l'hôpital Léono, dont les travaux sont partiellement achevés, mais qui hospitalise. Il y a le site de prise en charge de la Concorde, qui est un hôtel. Vous savez que moi-même, j'ai présidé la commission santé des Jeux africains. Donc, à l'occasion de ces Jeux africains, c'est nous qui avons rendu disponible ce site. Et nous réjouissons que ce site soit maintenant transformé comme étant un site hôpital, puisqu'il a une capacité de 200 lits, alors que le Léono a une capacité de 50 lits. Nous avons le site du CHU de Brazzaville qui a une capacité de 24 lits, modulable en 30 lits. Et nous avons le site de l'hôpital de Filou, dont les travaux sont avancés, et qui peut abriter 80 lits. Donc en termes de lits sur le secteur, vous voyez, à Brazzaville, on a suffisamment de lits pour prendre en charge des patients, avec des schémas et des plans secondaires de redéploiement ou d'extension au cas où les besoins vont s'imposer. On a tout ça avec nous. Si vous prenez au niveau de la ville de Pointe-Noire, vous avez le site de l'hôpital Assissé qui a 80 lits,
Là, il faudra que les travaux soient finis, finalisés rapidement. Il faut quelques éléments de commodité doivent être mis en place. Parce que vous devez comprendre qu'un compatriote qui doit partir dans le site de prise en charge, il doit être isolé pendant une période d'au moins 28 jours. Il faut garantir que ce compatriote ait des images télé. Il faut garantir qu'il ait de l'eau courante. Il faut garantir que la chambre soit climatisée ou ventilée. Il faut garantir qu'il puisse aller faire ses besoins, des toilettes dans les temps. Il faut garantir qu'il puisse avoir une alimentation. Il faut aussi garantir qu'il ait des possibilités de distraction. Donc, tout cela est en train d'être fait. Les efforts sont faits par le gouvernement. Et le deuxième site de Pointe-Noire, c'est le CSI Moussou-Madeleine, qui a une capacité de 55 lits environ. Et que ces centres, qui sont des centres publics, associés à des structures hôtelières que nous sommes obligés de transformer en sites de prise en charge, donnent quand même des capacités. Et nous, au niveau de la prise en charge, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons demandé à ce que tous les hôpitaux de référence, hôpitaux généraux, organisent des salles ou des isolements de 5 à 10 lits de prise en charge. Parce que le patient peut venir dans un hôpital, je prends un exemple, il vient à l'hôpital général de Wando, ou alors il vient à l'hôpital général de Dolisie. Il faut garantir dans ces hôpitaux que les patients soient pris en charge. Nous avons un circuit qui est organisé. Ce circuit passe qu'il y a une zone de pré-tri. Cette zone de pré-tri différencie les cas qui sont suspects de Covid-19 de ceux qui n'ont pas le Covid-19. Et à partir de là, si les patients sont suspects de Covid-19, on doit être capable de les garder en zone d'isolement, de faire le diagnostic et de faire la prise en charge sur place. Par contre, si vous prenez le cas des centres classiques comme à Brazzaville, je prends l'exemple, quand le patient n'a pas assez de symptômes ou n'a pas de symptômes du tout, on peut lui garantir une prise en charge aussi de la Concorde. Mais dès lors qu'il a beaucoup de symptômes, il ne peut plus être à la Concorde. Il faut le mettre dans un centre qui est hospitalier, qui peut avoir des capacités d'intervention où on peut faire des soins intensifs pour le patient, que sont par exemple l'ONO et que sont par exemple le CHU. Donc il y a des schémas qui sont mis en place, des schémas de circuit du patient, des schémas d'organisation pour que le patient bénéficie des soins qu'il faut. Tout en sachant qu'il ne faut pas non plus abuser. Il faut penser que les autres maladies existent toujours. Quelqu'un peut faire de l'anémie, quelqu'un peut faire l'hypertension, quelqu'un peut faire l'AVC, quelqu'un peut faire le paludisme, quelqu'un peut faire le diarrhée, que cela n'a rien à voir avec le Covid-19. C'est la raison pour laquelle la phobie qui parfois a gagné le corps de santé est une phobie qui est malencontreuse, c'est une phobie qui n'est pas adéquate. Ce qui veut dire quand un patient arrive dans un hôpital, le personnel de santé n'a pas à s'habiller comme étant en cosmonaute pour accueillir le patient, pour faire peur au patient. Les seuls éléments de protection, c'est le masque, ce sont les gants et c'est la surblouse. À partir de là, si le patient arrive, on doit l'accueillir dans ces conditions. Mais si le patient a un trouble de rythme de cœur, il faut l'envoyer vers le service de cardiologie, que les cardiologues s'en occupent. Parce que quand on a un trouble de rythme du cœur, on peut se sentir essoufflé. C'est le symptôme. Mais l'essoufflement ne veut pas dire Covid-19. Donc c'est par conséquent que nous avons redressé ces éléments pour permettre que, si l'on doit faire le diagnostic des cas de Covid-19, il faut en même temps ne pas négliger les maladies qui arrivent. Il ne faut pas tout jeter sur le Covid-19. C'est ce qui est parfois l'amalgame qu'on crée. Nous tenons donc dans le cadre de la formation, des informations, à recycler nos collègues pour que les collègues restent aux aguets, parce que l'art de guérir nécessite des cadres aux aguets. Maintenant, sur les traitements, qu'on dit que les traitements sont souvent médicamenteux. Nous avons des schémas thérapeutiques qui comportent 2 médicaments. Nous avons des schémas thérapeutiques qui comportent 3 médicaments. Ces médicaments sont disponibles dans nos structures. Ce qu'on parle souvent ici, comme le commun de mortel, c'est les médicaments à base de chloroquine. Nous en avons. Nous utilisons cela chez les patients. La preuve en est que quand le patient vient à temps, c'est-à-dire il n'est pas symptomatique, il est dépisté positif. Ou alors, il a des petits symptômes, comme mal à la gorge, comme une toux, comme une fièvre, comme une fatigue, comme un essoufflement progressif. Il ne sent plus le goût, il ne sent plus l'odeur, avec certains symptômes qui sont complexes. Évidemment, quand ces patients viennent encore avec ces symptômes qui sont isolés, ou 2 ou 3, on les prend en charge sainement et correctement. Et avec nos traitements,
on arrive à améliorer la situation de ces patients. Ce qu'on redoute, ce sont les patients qui viennent tard. La majorité des patients qui viennent tard, ce sont des patients qui sont parfois automédiqués. Ils ont perdu du temps. Ils ont des symptômes, ils ont des comorbidités, c'est-à-dire soit ils avaient la tuberculose avant, soit ils avaient une maladie comme de l'asthme, des bronchites chroniques, de l'hypertension artérielle, soit une maladie des reins, soit ils ont une surcharge de poids, ils ont une obésité, soit ils ont la drépanocytose dans la forme homozygote, soit ils prenaient des traitements anticancéreux. Évidemment, lorsque les patients ont ces comorbidités associées au Covid-19, et lorsqu'ils sont âgés de plus de 60 ans, dans le cadre du Congo, puisqu'en Europe c'est 70 ans, nous rabaissons chez nous à 60 ans, à partir de là, ce sont des patients préoccupants. Leur état peut aller vers la mort. Un patient qui est admis pour des signes respiratoires, en tout cas je vous dis, 9 cas sur 10, que ce soit au Congo ou ailleurs, il meurt à cause de cette maladie. Parce que cette maladie, lorsque le virus rentre, il a des mécanismes dangereux à l'intérieur de l'organisme. Ces mécanismes ciblent le poumon. Ça détruit ce qu'on appelle des unités de fonctionnels au niveau du poumon qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Ça entraîne même la formation des caillots autour des alvéoles pulmonaires et autour du poumon et des branches de l'artère pulmonaire. Et ces caillots sont à l'origine dans près de 60% des cas de décès. Donc par conséquent, nous commençons à la comprendre de plus en plus. C'est pour ça que, en dehors des médicaments qu'on vous a parlé, qui comprennent en trithérapie classique la chloroquine ou dérivée, dans un premier temps, on met un antibiotique qui permet donc de tuer le microbe qui accompagne souvent l'atteinte pulmonaire liée à ce virus, et un troisième médicament qui est un antiviral que l'on donne. Pourquoi? Parce que ce médicament bloque la multiplication du virus et l'empêche de se multiplier. Donc, ce schéma que nous utilisons donne des résultats. Nous aurons à les publier prochainement parce que nous sommes des scientifiques. Beaucoup de cas sont sous ce traitement. Vous savez, nous sommes actuellement à 19 cas guéris. Okay? On a eu 8 décès à déplorer. Ces chiffres sont dans le CITREPS. Les 8 décès à déplorer, vous allez constater, ce sont des gens qui viennent sur un stade tardif. Ils viennent en détresse respiratoire à un stade avancé. Quelle que soit la machination qu'il faut mettre en place, je vous assure que c'est compliqué à traiter. Ce n'est pas qu'on est démissionnaire, mais on ne peut pas quand même, quand un patient arrive, dire à la famille, non, ce cas est fichu. On ne peut pas le dire, nous avons le devoir de réserve comme médecins. Nous nous battons jusqu'au dernier moment. Mais si malheureusement par nos moyens, nous n'arrivons pas à sauver le patient, souvent c'est le cas du drame qui se passe. Donc, je dois rassurer les compatriotes, nos Congolais, que nous sommes des chercheurs. En permanence, nous lisons. Nous sommes en relation en Skype avec les autres pays africains, comme vous l'avez dit, ceux du Sénégal, Côte d'Ivoire et d'Égypte. On essaie d'avoir leur expérience. On cause même en Skype directement avec nos collègues de France et d'ailleurs pour avoir leur expérience par rapport à ce que nous faisons. Et nous nous adaptons au fur et à mesure aux réalités. Parce que le virus change, on adapte. On adapte les conditions de traitement. Parce qu'au départ, vous voyez, dans nos schémas thérapeutiques, c'était 10 jours de traitement. Mais on est passé à 15 jours de traitement. Donc le patient, s'il prenait, il est arrivé au 8e, 10e jour, lorsqu'on lui dit, monsieur, on doit prolonger vos traitements de 5 jours, mais il doit comprendre qu'il faut prolonger 5 jours, parce que c'est face à la réalité. Parce qu'imaginez-vous, j'explique au public que le virus, quand il pénètre, il monte en flèche. C'est ce qu'on appelle la phase de virémie, donc comme il circule dans le sang. Il monte en flèche. On intervient sur le plan de traitement. Il continue à monter. Les effets de traitement commencent à se faire voir. Il baisse. Mais quand il baisse, ce n'est pas une chute raide. Mais la chute, elle est progressive. C'est la raison pour laquelle, si on arrête le traitement au 10e jour, alors qu'il y a encore une charge virale importante qui circule, mais c'est un échec lié au traitement. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de réadapter nos protocoles thérapeutiques en tenant compte des réalités. Et à partir de là, les patients nous exigent toujours, oui, docteur, je suis arrivé au 15e jour, il faut couper mon traitement, me sortir. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Vous arrivez au 15e jour, vous devez respirer 7 jours. Le temps que le traitement soit fini, le temps que le virus anéantisse, et le prélèvement de contrôle ne peut se faire qu'au-delà du 22e jour. Et les normes internationales dictent maintenant que le patient qui n'était pas symptomatique, qui est positif, il doit rester 28 jours d'isolement de prise en charge.
Et si le patient était symptomatique, il doit rester 36 jours d'isolement. Ceci est important parce que, un, on garantit l'efficacité du traitement, donc la guérison, et on empêche un risque de réinfection. Parce que le risque de réinfection existe. Vous avez suivi, c'est un virus qui est tellement capricieux. Il donne des anticorps, mais pour l'instant, aucune étude ne valide que ces anticorps sont immunisants. C'est pour ça que même la recherche sur le vaccin a des difficultés à cause des caractères de ce virus. Donc c'est pour ça que sur le plan de la prise en charge, je peux rassurer que nous, dans nos centres de prise en charge, nous donnons des traitements gratuitement par rapport à nos lignes thérapeutiques. Si le patient est pris en charge dans ces centres, même s'il a vu une maladie contre l'hypertension, nous lui donnons des médicaments de l'hypertension, nous lui donnons des médicaments du diabète, nous lui donnons des médicaments de tout ce qu'il avait comme maladie de base, parce que si la maladie de base n'est pas contrôlée, la pathologie peut s'aggraver et être responsable de complications mortelles. Voilà. Bon, maintenant, les plantes médicinales, oui, nos collaborateurs qui sont au niveau de la commission de recherche de laboratoire, sous la tête du professeur Ange Abena, travaillent avec les tradipraticiens, travaillent sur les plantes médicinales congolaises. Et que, vous savez qu'il y a un chef d'État africain qui vante une plante médicinale de chez eux. C'est une plante dont les résidus sont utilisés dans le traitement du paludisme également, qui dit que cette plante est efficace. Mais nous aussi, nous avons des plantes efficaces. Nous avons la citronnelle, elle est efficace contre tout, contre la toux, contre le mal de gorge. Nous avons du citron. Nous avons d'autres plantes en vertu, comme les Congo bololo, parce que les Congo bololo ont été utilisés longtemps pour lutter contre la fièvre, contre le mal de tête, contre le rhume. Donc tout ça sont des compléments importants. Je n'ai pas demandé aux gens d'aller se ruer vers ces produits, mais j'ai demandé aux gens qui suivent les conseils qu'on leur donne, mais qu'ils évitent de s'automédiquer. Parce que si je mets à leur citer les médicaments, ils vont se ruer en pharmacie, et vous partez en pharmacie, on trouve même plus l'azithromycine, parce que tout le monde s'est rué, parce qu'une fois on a dit non, on utilise dans le protocole l'azithromycine. L'azithromycine n'est qu'un antibiotique qui sert à diminuer le risque de surinfection qui accompagne ce virus. Et l'azithromycine n'est pas la seule molécule. Parce que chez nous, ici, dès qu'on cite une molécule, on se rue. Au lieu de se faire dépister, calmement, qu'on sache que vous êtes positif. Au lieu de venir dans les centres de prise en charge, où les traitements qui sont mis en œuvre sont efficaces, on commence à s'automédiquer et on arrive avec un rein qui est atteint, avec un cœur qui est déstabilisé, mais ça complique la tâche de nos praticiens. Bon, nanya lubake pona likambo ko salisa bato o bana bakona COVID-19 oyo boye nakati mboka na biso bakonzi basali makasi to bongisi pe ba structure et kamata bato en charge nakati ba structure ngo ya hôpital tout ya mboka na biso mais ya pe nakati ba ville amine lokola épidémie ya makasi nakati ya ville amine to bongisi ba site pona oba kamata bato en charge ya na Brazzaville, site ya CHU Yali, site ya l'hôpital Léoné Yali, site ya hôtel Concorde à Kitele Yali, et bientôt peto fongola site ya l'hôpital Yanfilo. Parce que ba salama musalaguna. Au kamati na pono, au kamati site à Cissé, au kamati site ya Mousso Madeleine. Donc to bongi saka. Mais pona ko sali sabato. To former bato mingi, to former na ba infirmier, na ba médecin, na ba psychologue. Parce que malade yango complexé nango bato tu faut batia nzoto nakati. Bango pe badui formation oyo biso to ko adapter pour que to salisa bato bana maladie. Mbela biso to pesa toujours to lona bato traitement libosé à makasi et ali prévention. Ko sala que boyoka ndenge ba mesure gouvernement sali que bato avana nandaku obimaka kasi vraiment na posa eloko o ke ozongi ou lata masque na yoso ke na libanda ou kamata ba mesure barrière on va à 1 mètre et demi intervalle na moninga ko serrer nzoto nokata kata ba camion ou na kata ba moto te ya li dangereux parce que moto ya nata yo yo binenge ni nalité donc on doit pas ba mesure mingi ya prévention pour na koso ko bossa so ikili on a mesure tout il faut éviter bato ba doit maladie et bato ba pesa maladie na baninga mais si ko aussi l'équipe ba mesure wana motabeli maladie tona ma coquille na kati ya l'hôpital na cité na biso evandata na likolo mboka ou na se mboka to bongisi ba circuit na kati ya l'hôpital to pesi ba directive na ba directeur à l'hôpital
basala moi ba tente moi ba site d'aménagement pour na triage à bateau babo sana te que ba maladie autobela ke yali la paludisme la tension la AVC la maladie à motema ya estomac tout et yali toujours donc si mota koti ana pasi na tolo a covid ya ndenge wana te si mota koti a opema be wa covid a ndenge wana te il faut discerner déjà dans 103 na oui ou yali malade ou oui. Mais si vous avez suspect la Covid, il faut que vous ma coquille, un centre d'isolement dans l'hôpital na bango. Ça la prélèvement, la prélèvement. Et si le prélèvement est salami, ndenge batinda prélèvement, vous avez réponse noki. Bon aussi moto na confirmation, il y a Covid. Il faut que la banquette autour de moto na positif. Baluka, kota bananaye, kota mwasi, ya bandeko, baninga mosala, bon ça la bango dépistage. On a la seule chance au toali pour maîtriser la maladie. Bon, va prélever na bango. Si traitement y ali, va faire sa traitement na moto à malade, va faire sa traitement na bateau ba pene au cas où test est confirmé à positif. Donc amalgame event date, bobo comme malade te, bobo ya gotala ba malade ba kodite, mutando au coma, il se va le binon, ana passe na bango, ouais, bondo ki ba non. Ba ça la ningo wana te. Ba ta santé ba ali former pour na ko accueillir bateau. Kola ta batone impressionné batouana et ali bien té. Beaucoup on dit ba cosmonaute et andeng wana té. Batone ali masque ali, gants ali, na sur blouse ali. Ça suffit pour que cadre vanda protéger ta quoi examiner motokili qu'il a yaka. À partir de là si motali possible ba pesi, bibe quoi traitement. Tona ba schéma ba traitement. To yo kana mingi na mboka mosusu ya Afrika. To yo kana ninga Sénégal, ya Côte d'Ivoire, Égypte. To yo kana bangona batapoto. Na bata Amérique, na kata ba message to se changer. Parce que traitement au motalobi traitement siki ici zango et ali té. To ça la be 7 thérapeutique, to meka ba traitement. Ya ko meka ya kilikilité ko meka réfléchir. Mais ko meka ngo to ça na ba chemin na biso, ya ba ki sata mi sato yali. Donc ici bolo ba combo chloroquine, ba si na combo nango contre virus, ou to pesa moto, to liboso to pesa 10 jours, to rectifier comme 15 jours. Parce que la recommandation internationale de changer. Et ça dit que le traitement dure 15 jours. Pressé, si on continue à l'hôpital, ça dit traitement pressé. Si les lots sali prélèvement de contrôle à 16e jour, si le bien est positif, il y a ou bando panico, le bien a du traitement, il y a positif. Donc il faut zéla. Si ici traitement, période à 7 jours, il y a tout zéli prélevé. Si elle est positif, pour renforcer le traitement, pour changer. Si elle est négatif, deuxième fois négatif, le bic est guéri. Il y a des critères internationaux, il faut tout respecter. Mais si on a guéri, est-ce qu'il y a un danger? Oui, parce que l'année laxami que soit guéri, on a un bon petit corps et bic ça y est. Bon petit corps en aller labile. Peut-être que l'axami n'est pas donc tout ça là m'a cassé de telle sorte que moto que si l'élan a du Covid. Période d'isolement, tout à confinement, il va dans 28 jours. Ça y a des symptômes. Mais ça, c'est un symptôme, il y a maladie de Bosso, il faut dire 36 jours de confinement. À condition, un test à contrôler la négatif, va déclarer guéri. Et oui, il y a moulaï, mais il y a l'hypo ça. Donc, il y a si va dépister au positif. Ou son moni quoi, il contacte, na moto positif, ou un cas suspect. La nade est à l'hôpital. Batalayo, basta au prélèvement, bon c'est ça parce que yango les bandeli wana, tout ça les sango bien. Mais c'est tomboki. Microbe continue kata tolo. Et mwangi si tolo. Ou bando pe mamabe, ko le bakando kité. Ko finga baninga te. Yali malade andenge wana. Bino botal na poto balakisa bino na télévision, bato akufa kuna mingi. Bakufa na stade wana. Bakufa pe si au belaki malade à liboso ou une maladie non chronique na katanzoto loko la tension ou na poids monene ou la diabète ou la cancer na ba traitement ou na maladie à rein ba maladie à mingi ou ba binga et associé à comorbidité c'est-à-dire na malade à Covid na malade à liboso et ko exposé ba conséquences mingi. Yango na biso na kata ba traitement na biso na kata l'hôpital na biso tia bato to pesa kisi contre Covid wana gratuit to pesa pe bango ba kisa ba malade na bango bon ba va d'équilibrer parce que ba l'équilibrer té
tolanda traitement na biso na nenga sikisiki. Donc wana mbela na pesi bato il faut yeba ba pesa pe confiance na bata santé ba obunda ba quand ba risque. Na kata biso bata santé mingi basi ba du maladie. Mingi te mais mingi ba du maladie. Ba biso ba na traitement. Donc to obunda ka poto bongisa bango. To kamata ba risque. Na poto bato abima na fenêtre na butu ba beta le sac on a bato ya santé. Mais pas na biso parfois c'est difficile mais et en réalité na biso tout s'adapter nango. To lingi ba bravo te. Mais to lingi tout ça là mais yango une fois personne so courage tout ça là. Ko finga ya pamba ça ne sert à rien. Voilà. Oui mais professeur expliquez-moi un peu par quel mécanisme les professionnels de santé se contaminent. Parce qu'ils prennent des dispositions quand même. D'abord, les professionnels de santé, c'est un humain comme tout autre. Oui. S'il a été une personne contact, en face d'une personne qui est positive, qu'il a ignorée, mais ça peut lui rattraper, comme oui. Tout citoyen. Il s'est négligé, il n'a pas vu que, ah tiens, j'étais en contact avec ce monsieur, je l'ai salué, on s'est embrassé, on a pris la bière ensemble, etc. Il devait volontairement se faire dépister. Il ne doit pas aller s'asseoir sur lui, commencer à faire l'automédication, à prendre les médicaments lui-même. C'est très dangereux. En même temps, sur le plan professionnel, ce sont les plus exposés en première ligne. Parce que lorsqu'on va aller faire les prélèvements chez les cas contacts ou les cas positifs, il y a des dispositions à prendre, d'habillement, de prélèvement et de conditionnement. Lorsqu'on va aller prendre quelqu'un qui est malade dans une ambulance, qui est très malade, qui tousse, il y a des dispositions à prendre. Lorsqu'on va soigner et qu'on n'a pas pris d'extrêmes précautions, parce que nous on est dans une clinique, on veut gagner de l'argent, quelqu'un vient, il a peut-être des symptômes de Covid, on a ignoré les mesures essentielles. Lorsqu'il est Covid positif, on a utilisé du matériel qui a été infecté. Et ce matériel n'a pas été désinfecté pour être utilisé à d'autres. On prend le risque. Lorsque quelqu'un va faire une radio à une personne qui est Covid, il y a un dispositif à respecter, des règles qu'on a données aux gens. De telle sorte que les gens prennent des précautions. Mais si ces règles ne sont pas respectées, on risque d'être contaminé. Par conséquent, le risque existe sur tout. Donc le personnel de santé est d'abord dans la population et le personnel de santé est exposé parce qu'il est exposé potentiellement à prendre en charge des cas. Mais qu'il faille, il ne faut pas dramatiser. Parce qu'on essaie de former le personnel pour lui dire comment se protéger contre le Covid-19. Donc il n'y a pas à dramatiser, ce n'est pas pour que vous venez me voir maintenant, le professeur Léon, maintenant fuir en reculant. Non, c'est un Covid, je ne suis pas. Mais qui va faire le diagnostic? C'est un métier que nous avons choisi à risque. Je n'ai pas dit on va se plonger pour dormir avec les patients positifs sur les mêmes lits, ça n'a rien à voir. On examine avec les précautions nécessaires. Et on fait ce qu'on peut faire pour qu'on puisse faire de telle sorte qu'on minimise le risque de contagion. Nos collègues de certains de Points Noirs qui ont été infectés, mais c'est tout simplement parce que quand l'épidémie a débuté, ils n'avaient pas certainement pris des précautions pour aller examiner ces gens qui revenaient de mer ou revenaient les gens qui venaient des séjours à l'extérieur. Et c'est ainsi qu'ils ont été contaminés. Et maintenant que les choses sont bien comprises, je crois que le risque de contagiosité pour le personnel est limité, mais il demeure, parce que le risque zéro n'existe pas. Okay. Alors, professeur Elira, parlez-nous du suivi des malades. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le suivi des malades doit obéir aux règles de l'art de guérir comme toute maladie. Il y a des maladies contagieuses, qu'on appelle des maladies transmissibles, et des maladies non transmissibles. Dans les maladies transmissibles, il y a des maladies de haute contagiosité. Dans le cas d'épidémie ou de pandémie, tout cela est écrit et les gens doivent être formés pour cela. Alors, sachez que pour une maladie comme celle-ci, les données sont nouvelles. Nous avons cette maladie depuis la fin du mois de février au Congo, les tout premiers cas. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 2 mois. Et en Europe, il y a moins de 3 mois. En Chine, c'est depuis décembre 2019. C'est pour ça qu'on dit le Covid-19. Par rapport à décembre, le monde a découvert la maladie. Donc ça fait quand même autour de 4 mois, à peine, que cette maladie est là. Donc il faut la connaître. Les données sont nouvelles. Il faut être aux aguets. C'est-à-dire, je suis sur Internet, sur PubMed tous les jours. Je ne suis pas sur les Facebook. C'est pas là-bas où j'apprends. J'apprends sur les publicités médicales. C'est-à-dire, ce sont des journaux qui publient les données médicales, qui publient les expériences des autres. Tous les jours, je lis avec mes collaborateurs. Tous les jours, on converse avec ailleurs. Donc, ce qui veut dire que pour le suivi des patients, il y a
3 ou 4 phases. La première phase, c'est l'annonciation du diagnostic. Donc, quand je vais venir vous faire un prélèvement, je dois être capable de vous faire ce qu'on appelle un counseling pré-test. Vous donner des conseils avant le test. Donc, vous informer pourquoi je fais ce test, à quoi il faut s'attendre. Si un résultat est positif, ça veut dire quoi? Quand il est négatif, ça veut dire quoi? Parce que si je viens brutalement comme un soldat, ouvrez votre bouche et votre nez, je vous fais le prélèvement, sans vous dire un mot. Mais ça ne passe pas en médecine. C'est ça donc la première partie. Et ça nécessite parfois, ou le médecin seul fait, ou l'infirmier fait, ou parfois il peut être aidé de psychologue. La deuxième phase, c'est l'annonciation du diagnostic. Donc c'est après le test, si le patient était préparé par un bon conseil, pour lui annoncer le test est positif, et le nécessite une prise en charge de traitement, ça sera facilité. La troisième phase, c'est la phase du traitement. Mais oui, le traitement, c'est beaucoup de comprimés qu'on prend pendant une durée déterminée. On n'était pas habitué à le faire. C'est l'isolement du patient. Mais il y a des patients qui sont claustrophobes. Ils sont entre 4 murs, ils ne peuvent pas tolérer. Ils s'énervent. Pour cela, vous savez, il y a des points de commodité. On a connu des gros problèmes au CHU au départ parce que le site n'était pas amélioré et préparé pour ça. C'est la raison pour laquelle nos premiers compatriotes qui ont séjourné là-bas ont connu des difficultés. Parfois, l'électricité n'arrive pas. Prendre le bain, on ne peut pas le faire. Faire ceci, on ne peut pas le faire. Se distraire, ils ne peuvent pas. Ce sont des difficultés qu'on a connues. Et on a appris par ces difficultés, on essaie d'améliorer petit à petit ces conditions. Donc, la personne doit être dans des bonnes conditions, doit être nourrie tous les jours. Il doit prendre de l'eau tout le temps, il doit s'informer. C'est ça l'accompagnement qu'il faut faire durant. Les médicaments, on les donnera. On les donne pendant la durée, mais avant, théoriquement, on devait disposer des examens à faire avant de mettre sous traitement. On a encore des petites difficultés dessus, on doit le reconnaître. Donc, faire un examen du cœur du patient, on peut l'ausculter. Mais il est important qu'on fasse soit une radio du départ, un électrocardiogramme pour voir comment le rythme du cœur, voir comment le rein fonctionne, voir comment le foie fonctionne, voir les paramètres du sang. Mais ces éléments, en dehors de l'examen clinique du malade, où on prend la tension, où on surveille le sucre du patient, sont aussi importants que les éléments cliniques de surveillance du patient. Et de l'accompagnement psychologique du patient. Le patient est là, il a besoin d'air, il s'enferme, il n'est pas bien. Il faut aller vers lui pour l'accompagner. Et puis, la troisième phase du traitement, si le patient est constaté guéri de la maladie, il faut lui faire l'annonciation de la guérison. Lui dire qu'est-ce que ça signifie. Lui dire que la guérison ne signifie pas fin du confinement. Donc, le préparer à la sortie. Le préparer, c'est qu'il faut vérifier si le patient peut se confiner chez lui. Parce que si vous sortez le patient, il est parti. Il va aller arroser la bière ou autre avec les amis. Est-ce qu'il aura résolu le problème? Non. Ce n'est pas ça la situation. Donc il faut préparer le patient et lui dire ce qu'il faut faire quand il va aller chez lui. Et il faut le contrôler. Alors, et lui préparer à se lui dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que quand on a déjà un test positif, dès qu'on commence le traitement doit durer près de 15 jours. Il faut 7 jours de repos. Le contrôle doit se faire le 22e jour et le prochain contrôle le 28e, le 29e jour. Donc il faut se préparer à 28 jours absolus sans pour autant chercher des contacts avec l'extérieur. S'isoler dans les conditions qui sont décrites. Alors vous comprenez, la dernière phase, elle est une phase délicate, le suivi psychologique à la sortie, qui est psychologique et psychosocial. Parce que la prise en charge, elle est globale. Imaginez-vous, il vendait des mangues. Pendant 28 jours, il n'a plus vendu des mangues. Il vivait de ça. Mais quand il sort, comment va-t-il pour se nourrir? Comment va-t-il faire pour s'occuper? Le temps qu'il reconstruit quelque chose pour payer à manger, de la viande, un peu de poisson. C'est ça l'accompagnement qui doit se faire. Mais s'il était dans un emploi, encore pour l'instant on a confiné beaucoup de gens, et que le patron de l'emploi dise, écoutez, celui-là s'est absenté 22 jours, il a une étude, il faut le radier. Il faut préparer les conditions de ce patient. Ce n'est pas seulement le psychologique pour le suivre et lui donner des armes pour résister contre les tentations extérieures, contre des réseaux qui sont néfastes, mais aussi le préparer à se réinsérer dans la société. Donc c'est ça notre fonction de suivi. Et ce suivi est important. Donc le suivi, il est clinique,
Il est chez nous paraclinique, ça veut dire ce sont des termes de chez nous, où on fait le contrôle des prises de sang, des radios, électrocardiogrammes et divers, des examens nécessaires à voir si l'état du patient ne s'était pas aggravé vis-à-vis de la maladie. Et puis le suivi psychologique et la réinsertion du patient. S'il sort, il a affamé, vous n'avez rien résolu. C'est la raison pour laquelle le ministère en charge d'affaires sociales fait des efforts pour essayer de distribuer des vivres là où il peut distribuer, pour aider les personnes pauvres. Et l'État et le gouvernement prennent des mesures pour faire que les personnes, à la sortie par exemple, ne meurent pas de faim. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui doit être dépensé pour prendre en charge un patient. Il faut le nourrir dignement, il faut le distraire, il faut donner des conditions. C'est ça donc le suivi des patients, monsieur le journaliste. Parce que le suivi ne se mesure pas à dire que je vais avec mon stéthoscope, je vous ausculte, ce n'est pas ça le suivi. C'est beaucoup de paramètres. Parlons de prévention et contrôle des infections, professeur. La prévention et le contrôle, c'est toutes les mesures que l'on met en œuvre pour éviter à un individu de se contaminer et à un individu de contaminer les autres. Voilà, ça sont les mesures. Nous avons une grande commission sur ça. Cette commission, elle comprend la prévention classique, elle comprend la prévention par les mesures d'hygiène, elle comprend la surveillance épidémiologique, ça veut dire qu'il faut aller dépister les cas contacts, les cas suspects, les amener au prélèvement, et elle comprend les mesures qui permettent au personnel de santé ou à la population de se protéger contre l'infection. Parmi ces mesures, vous connaissez, l'une des mesures importantes, c'est le confinement. Le confinement, j'en ai parlé la dernière fois, on peut s'auto-confiner ou alors subir l'effet du confinement. S'auto-confiner, c'est mieux. Je suis chez moi, je n'ai rien à faire à l'extérieur, je reste chez moi. Je reste dans ma chambre, je prends ma tasse de thé, ma tasse de citronnelle, je regarde la télévision, je fais un peu de gymnastique chez moi pour ne pas m'alourdir et je dors. C'est ça le confinement qu'on doit respecter. Parce que quand je vais à l'extérieur, je suis en danger, ou alors si je suis malade, je peux mettre en danger les autres. Quand on va à l'extérieur, on va pour une courte durée. Les autorisations sont nécessaires. Ça ne sert à rien de marcher d'ici pendant 2 km, qui ne sert à rien. On devait limiter même l'espace où les gens devaient faire la gymnastique à l'extérieur. Or, qu'est-ce que nous voyons chez nous parfois? Ils sont 10 en train de courir en masse. Ils vont partir, bon, ce qui est parfois dommage et difficile dans les conditions qui sont les nôtres, où parfois les mamans sont obligées de se faire transporter par brouette ou par pousse-pousse pour aller faire des courses parce qu'ils sont handicapés ou divers. Tout ça sont des mesures délicates. Notre contexte de pauvreté fait que, est-ce que vous allez interdire à un compatriote de monter sur une moto pour aller faire sa course? Il faut lui donner une solution de rechange. Donc, il y a des mesures qui sont prises pour faire que, 1, on respecte des mesures de prévention barrières que le gouvernement rappelle, qui font que nous, comité des experts, nous avons suggéré au gouvernement de prendre des mesures pour que toute personne, quand elle va à l'extérieur, elle doit porter un masque. Et on a même défini les catégories de masques par rapport aux différentes populations qui sont exposées. Autre chose, à partir de ces mesures, il y a des mesures d'hygiène. Je dois sortir de la maison, je sors, je me lave les mains avec du savon. C'est pas papa, on est parti. Non. Quand on est sorti, on est parti. Lorsqu'on a fait des courses, quand on arrive à la maison, on se lave les mains avant de rentrer. Si on arrive dans une administration où on doit travailler, on se lave les mains au savon. Le gel, oui, si on en a, mais le savon et l'eau, c'est plus important et plus propice pour la population. Et à partir de là, toutes ces mesures de prévention sont importantes. Alors, s'il y a un décès qui survient dans un cas de Covid positif, le malade qui est décédé est suspect ou Covid. Dès lors qu'on est suspect ou qu'on est Covid positif, l'inhumation est humanisée. Et elle doit être dirigée. Parce que la personne qui est décédée très suspect, si vous dites que non, cette personne n'a rien eu, on va seulement l'enterrer comme ça, on va la mettre au frigo, puis on va l'enterrer. Mais si ces résultats s'avèrent positifs, et vous l'avez gardé pendant 5-6 jours dans un frigo au niveau de la morgue, et vous prenez, vous partez embrasser le corps, le tenir comme vous voulez, mais c'est une véritable poudrière au niveau infection. Et la même poudrière pour le cas qui est suspect dans le cadre, ce n'est pas encore confirmé, mais il était très suspect, elle est pareille que pour le patient qui est positif. Quand un patient rentre chez nous, par exemple, dans un service de prise en charge, qui est dédié aux patients Covid positifs, quand il est déjà là en séjour, s'il meurt là, il faut l'enterrer de façon humanisée comme un patient Covid positif. Et ça doit être compris par la population.
Mais de façon humanisée, comment? Façon humanisée, c'est-à-dire les services qui sont là, Oui. qui vont prendre le corps, Oui. le mettre en état, dans un cercle mortuaire, avec un cercueil qui est préparé, et qu'on peut donner un témoin familial qui existe, qui doit être protégé, au même temps que l'équipe de la Croix-Rouge, ou ceux qui s'occupent des désinfections, qui vont aller enterrer, et quand ils reviennent, ils doivent désinfecter la salle où était le patient, correctement, désinfecter le véhicule qui a transporté, assurer la protection des parents qui ont été vers l'enterrement pour que, éventuellement, on protège ces parents s'ils sont éventuellement comme des cas contacts. C'est ça donc ce qu'on appelle l'inhumation humanisée. Et c'est la structure qu'on fait. Mais non, si les parents veulent faire des cérémonies après l'attente, ils ont le droit de le faire. Ils veulent faire la pierre tombale, ils le feront. En attendant, dans les premiers moments, il faut faire de telle sorte que l'infection ne se propage pas. Tout ça sont les mesures de protection. Les autres mesures de protection pour le personnel, c'est leur donner quelles sont les différentes tenues que le personnel doit porter pour éviter d'être en contact avec des malades qui sont infectés, d'éviter de contacter le virus. C'est ça les éléments. Et que passer notamment les opérations de prévention comme la mairie a fait au niveau donc des espaces verts, au niveau des espaces de circulation, désinfecter avec des produits javelisés les endroits où sont les passants, les endroits où sont les bus, etc., etc. Tout ça sont des mesures de prévention qui visent à contrôler l'infection parce que pour nous, le but, c'est rompre la circulation du virus. Et pour rompre la circulation du virus, c'est des mesures individuelles et des mesures collectives. Avant de conclure, est-ce qu'on peut parler de l'évolution? Bon, l'évolution, comme je vous ai dit, c'est une pathologie qui est nouvelle. Nous apprenons chaque jour. Nous avons des patients traités qui sont guéris. Oui. Nous regrettons aussi des décès. Parce qu'on ne va pas chaque fois donner des raisons que les patients sont venus tard. Mais notre rôle à nous, même quand quelqu'un vient tard, on doit le soigner. Malheureusement, parfois, on a des difficultés qui sont liées à certains intérêts particuliers d'assurer une prise en charge correcte qui puisse épargner ses compatriotes du décès. Je crois que dans les prochains jours, selon les données statistiques que nous avons, avec les méthodes que nous avons mises en place, nous aurons un peu plus de guérison qui vont donc être affichées. Le plus important pour nous, c'est gérer la période après guérison. C'est ça qu'on doit préparer, c'est ça qui est redoutable. Les gens pensent que c'est facile, c'est pas facile. Il faut préparer ces mesures. Et ces mesures, voyez-vous, le déconfinement par exemple sera par exemple réussi si nous arrivons à guérir, nous arrivons à dépister tous les cas contacts, à les traiter et à accompagner toutes les mesures d'hygiène collectives ou individuelles quand cela sera garanti avec le port de masque obligatoire pendant une période déterminée. C'est là où nous pouvons nous en sortir. Donc, sur le plan de l'évolution de cette maladie, pour l'instant, je ne peux pas donner les éléments pour dire si on a déjà atteint le pic. Il viendra certainement un jour. Nous allons dire que nous allons vers la saison sèche dans notre pays. C'est une saison qui est propice aux maladies de type grippal. Donc, par conséquent, ce type de virus trouve un meilleur lieu de moment de propagation lorsque la température elle est basse. Vous connaissez bien. Donc, il va falloir qu'on éduque la population, de renforcer les mesures barrières, de renforcer les mesures pour éviter la propagation de cette maladie. Donc ça, ce sont des choses que nous prenons en contexte. Donc pour l'instant, nous traitons les patients. Nous souhaitons que les patients viennent à un stade précoce, donc sans qu'ils n'ont pas de symptômes, ou s'ils ont des petits symptômes. Mais par conséquent, s'ils viennent très symptomatiques, nous prenons des dispositions pour éviter que la maladie évolue vers les phases dramatiques. Si nous pouvons sortir les patients de ces phases, mais il faut préparer les patients sur les mesures d'après-traitement. Donc c'est ça la situation. Donc de façon globale, cette maladie évoluera-t-elle vers une immunité définitive? Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Mais il est dit que les patients qui ont développé la maladie développent des anticorps que l'on peut dépister par des tests sérologiques pour voir dans les fameux anticorps de type IgG que les patients ont eu. Peut-être cela donne une immunité individuelle aux gens. Peut-être que cela va assurer une immunité collective. Donc, peut-être que nous sommes partis vers une maladie de longue durée qui va passer à l'étape endémique. À partir de là, tous les scientifiques doivent se préparer devant cela pour se dire bon, qu'est-ce qu'on fera. Mais nous réfléchissons. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur, on peut parler du vaccin? Oui, on peut envisager.
On peut envisager, parce que comme toutes les maladies qui appartiennent à ce type de virus, ou des maladies qui appartiennent à des virus qui ont un tropisme respiratoire, on va chercher. Je crois que, en dehors de la prévention qui reste la meilleure des méthodes de prévention, la vaccination, les travaux de recherche se font. Dire que le Congo est associé, le Congo sera associé également dans la recherche d'une solution vaccinale. À quel niveau? Au niveau 1, nous serons peut-être en mesure de faire des études par des tests biologiques pour déterminer si nous avons beaucoup de populations qui ont des anticorps contre le virus. Ces anticorps peuvent être recueillis à travers le sérum des patients et peuvent faire l'objet d'études de candidats vaccins. On a la capacité de le faire. Il faut savoir que notre pays a des biologistes de nom, même si on ne pompe pas beaucoup. Il y a des biologistes de nom, il y a des capacités par notre sérothèque de conserver le sérum des patients qui sont donc immunisés et envisager d'utiliser les éléments dans le cadre des candidats vaccins. Mais il est bien sûr que, modestement, nous ne sommes pas comme d'autres pays qui sont hyper équipés. Nous avons un équipement minimal, mais nous allons suivre cette voie de la vaccination attentivement. Peut-être que le vaccin sera là dans 6 mois, 12 mois, je ne peux pas vous prédire, mais je crois que le seul espoir fiable pour l'instant, c'est le vaccin. En ce qui concerne le traitement, qui est un traitement virucide, nous continuons à faire des essais et nous espérons que nos résultats seront probants. Je crois que nous ne crions pas, nous avons déjà quelques patients qui sont guéris, d'autres sont en voie de guérison par nos protocoles thérapeutiques. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que pour ce qui est de ce virus, vous ne pouvez pas trancher pour savoir est-ce que ce sont nos médicaments qui ont induit des anticorps suffisants pour que le virus parte ou qui ont détruit le virus, ou alors est-ce que c'est l'immunité elle-même de l'individu qui a été donc rendue robuste pour chasser le virus. Donc c'est pour ça que tous les résultats que je les donne avec prudence, parce que la science concernant ce virus est tellement changeante que je ne souhaiterais pas être contredit dans 1 mois ou 2 mois. Oui. Alors moi j'ai une question d'un internaute, je vais vous la transmettre. Alors, lui il demande si les températures élevées ou basses ont une influence sur la progression du virus. Ce qui a été démontré, c'est que ce virus est censé avoir une température qui est supérieure à 56 degrés. Mais je crois que nous ne vivons pas à 56 degrés de température. C'est en Libye, ça. Donc même en Libye et en Tchad, elle se tourne autour de 40 et moins de 50 degrés. Il est moins efficace? Non, c'est-à-dire au laboratoire, quand on fait des expériences au laboratoire, on étuve. Si la température est élevée au niveau des tubes, le virus a très peu de possibilités de vivre. Par conséquent, dans les climats tempérés comme ce que vous avez vu là, le virus est plus virulent. Il progresse plus vite. Dans les pays où il fait froid. Voilà. Alors c'est pour ça que chez nous, nous redoutons la saison sèche. Parce que là, en mai, on rentre en saison sèche. Et nous espérons que le pic de notre maladie sera atteint avant le 10 mai et qu'après, on va aller vers la pente descendante. Et tout cela dépend de la discipline de nos compatriotes, de la discipline de tous, de renforcer les mesures barrières, de renforcer les mesures de prévention, de renforcer les mesures d'hygiène et de se faire dépister lorsqu'on a été contact ou lorsqu'on se sent suspect et d'être pris en charge correctement. Parce que c'est ça qui peut permettre d'amorcer la courbe descendante. Tant qu'on n'a pas eu toutes ces conditions, monsieur le journaliste, mais je crois qu'on ne pourra pas parler de courbe descendante. Je n'ai pas dit que ça serait l'hécatombe chez nous, mais vous avez vu, hein, les prévisions extérieures faisaient que le Congo, comme les pays africains, seront en hécatombe. Je n'ai pas dit que nous ne le sommes pas, parce que perdre déjà 10 compatriotes pour un problème de Covid-19, pour moi, j'en suis choqué. Vous comprenez? Nous souhaitons ne pas en perdre du tout. Donc, par conséquent, nous nous battons ici pour faire de telle sorte que nous limitons la mortalité par cette maladie, que nous créons les conditions à la population qu'elle comprenne que le seul traitement, c'est la prévention. Et le meilleur traitement, si on peut faire, c'est lorsqu'on vient tôt au niveau de nos structures de prise en charge. Et quand vous avez dit ça, vous avez conclu ou vous avez... Je crois que le message qu'il faut lancer à la population, c'est que la population doit se protéger. Les gens doivent se protéger, le virus existe, il est virulent. Dans les prochains jours, vous aurez les témoignages des patients qui ont été traités, guéris. Ça viendra. Je crois que je pourrai amener sur votre plateau des patients, même s'ils vont déplorer les conditions d'hébergement qui sont délicates dans nos structures, au moins ils auront un message positif à vous donner, le vécu de leur maladie, comment ils s'en sont sortis. Ça viendra, parce que le Congolais, il aime toucher du doigt
C'est comme Saint Thomas. Il croit que ça quand il met le doigt. Absolument. Mais moi, je crois qu'il faut aussi croire à ce qu'on dit. Il faut croire à ce qu'on vous donne comme conseil. On n'invente pas. Vous pensez que le président de la République doit prendre un décret pour décréter l'urgence sanitaire uniquement pour des besoins X électoralistes? Ou alors il le fait, c'est pour protéger la population? Une mesure comme celle est lourde de conséquences, vous savez. Et pour le Congo et pour le Congo dans son fonctionnement global. Quand on le pense, c'est que l'épidémie existe. La pandémie existe. Il y a des patients qui sont là-bas, nanamoni mota maladité. Oh, excusez-moi, bon sang. Donc vous voulez que j'aille filmer tous les malades qui sont dans les sites? Mais vous aurez des témoignages des malades qui vont arriver. Et je crois que ces témoignages vous seront probants, au moins vous comprenez. Bon, encore une fois, quand on va le dire, ils vont dire qu'ils ont manipulé. Ah, le Congolais, il est comme ça. On va dire non, on a manipulé les gens pour qu'ils viennent témoigner. Non, bon. L'émission Carrefour Santé. Donc, nous ferons l'effort. En tout cas, sur le prochain plateau, il y aura un patient qui viendra témoigner son parcours. Amen. Voilà. Merci, professeur. C'est moi. Je suis séropositif. Je l'ai longtemps caché car il y a une ignorance qui conduit à une certaine hostilité. C'est d'ailleurs pourquoi les gens hésitent à se faire tester ou à se faire soigner s'ils sont affectés. J'avais honte. J'avais peur d'être méprisé, rejeté, d'être socialement mis à l'écart. Mais je ne suis pas un monstre et je ne suis pas mort. J'ai une maladie grave, oui, mais elle est contenue, elle est traitée. Cela m'a pris du temps de comprendre ça. Je me suis informé, mon entourage m'a aidé, de nombreuses associations et docteurs m'ont accompagné. Aujourd'hui, je prends mon traitement. Je travaille, je sors avec mes amis, je fais du sport. On ne guérit pas du sida, mais on peut toutefois vivre avec. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce soir, il s'est agi, une fois encore, du Covid-19 au Congo. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à l'émission Carrefour Santé. Pensée du jour, que ton aliment soit ton seul médicament. Point de citation. Hippocrate, le père de la médecine. Prenez bien soin de vous et des vôtres, car votre santé est votre bien le plus précieux. Au nom de toute l'équipe de Carrefour Santé, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Mais, Tobo Sanate, restez chez vous, restons chez nous, lavons-nous les mains régulièrement avec du savon, respectons la distanciation sociale. Nakanisi to Yogani.